de suite commencer avec Augustin, qui va nous parler d'une enquête qui a eu lieu, enfin qui est sortie en tout cas dans les médias il y a 15 jours, c'est ça. Je pense bien. Et s'il n'y avait pas eu le conflit, l'embrasement du conflit entre Israël et Palestine, ça aurait sûrement duré un peu plus dans l'actualité. Donc Augustin, tu vas nous parler des Predator Files. C'est ça. Moi, pour vous placer un tout petit peu de contexte, c'était pas sûr que je sois là cette année et ça me fait extrêmement plaisir d'être là. Nous aussi. Et Partagez. pour la première de la saison, je voulais un truc hyper sexy. Donc au début, je m'étais dit, je vais couvrir une élection en Amérique du Sud avec des enjeux, avec la montée de l'extrême droite, des enjeux économiques importants. Mais je me suis dit non. C'est pas suffisamment sexy pour une reprise de Il avait même prévu de faire un tango argentin devant vous, etc. Franchement, exactement. On est un peu déçus. Mais du coup, c'était pas assez sexy pour mon retour. Du coup, j'ai trouvé le truc encore plus sexy que des élections qui impliquent l'extrême droite. C'est de l'espionnage. Puisque les Predator Files, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire d'un logiciel espion qui peut avoir accès à toutes les données de votre smartphone. Non seulement il peut avoir accès à toutes les données, mais il peut même se transformer en mouchard en prenant possession du micro et de la caméra de votre smartphone. C'est l'histoire d'une enquête sur un an de 15 médias européens regroupés dans l'EIC, le European Investigative Collaboration, donc avec en tête de liste Mediapart et Der Spiegel et une collaboration du soir. C'est aussi l'histoire d'une entreprise et de sa filiale, l'entreprise Intelexa, créée par un ancien membre de l'armée israélienne, Thial Dilian, basé en Europe, et sa filiale française Nexa, qui sont à l'origine de vente de ce logiciel-là à des régimes autoritaires comme le Vietnam, Madagascar ou encore l'Égypte. Pour que vous compreniez à quel point ce logiciel peut faire des dégâts et a fait des dégâts, je vais commencer par vous retracer un peu quelques exemples de ce qui s'est passé et de qui ce logiciel a visé et à pirater les données du téléphone. Et ensuite, on parlera de comment est-ce que c'est possible que des entreprises basées en Europe et en France puissent légalement vendre des logiciels espions, des logiciels limite militaires de surveillance à des régimes autoritaires et voir un peu quels sont l'état des réglementations à ce sujet-là et les limites de ces réglementations. Et dans le chat, il y a une information qui a vraiment retenu l'attention de tout le monde. Il y a Fralui qui me demande si jamais il sub, est-ce que tu vas faire un tango pour lui ? On pourra poster une vidéo de faire un tango, peut-être pas en live, mais story, Instagram, c'est ça exactement. Je suis pas certaine que le monde d'internet est prêt pour ça. Je ne sais pas. À voir. Là, je pense déjà pas, François. N'hésite pas à le faire et tu verras si ça suit. On peut rien promettre. C'est ça. On va revenir à nos chers Predator Files. Donc, je vous parlais de Nexa, qui est l'entreprise qui vend ce logiciel qui a vendu ce logiciel à des puissances autoritaires. C'est pas seulement une entreprise française, c'est aussi un gros client des services de renseignement de l'État français. C'est pour ça que ça a fait autant de polémiques en France. Et en plus, il y a des liens assez proches avec l'Élysée. J'aurais pas trop le temps de rentrer dans ce sujet-là précisément, mais il y a dans cette affaire des liens entre Emmanuel Macron, Alexandre Benalla et le numéro 3 à l'époque de la campagne de 2017 d'Emmanuel Macron, le numéro 3 de Nexa, qui s'appelle Renaud Roch. Si vous voulez aller voir là-dessus, il y a plein d'articles qui ont été faits donc, dans les médias qui sont intéressés à ça, Mediapart, Der Spiegel et Le Soir, qui ont publié des trucs à ce sujet-là. Pour rappeler, Benalla, il était chargé de la sécurité de l'Élysée. Exactement. Je ne sais plus entre quelle année, mais avant le scandale qui a éclaté autour de ces violences. Je voudrais préciser sur tes sources que dans toutes les rediffs qu'on met sur YouTube, vous pouvez avoir accès à nos sources pour voir un peu où on a trouvé nos infos, si vous voulez aller plus loin dans les sujets et tout. Donc les articles dont tu parles, ils seront disponibles dans nos rediffs évidemment. C'est ça, ouais. Donc voilà, il y a plein de sujets. Je vous ai dit, on va couvrir l'angle des réglementations sur cette chronique-là, mais c'est un sujet qui est extrêmement vague, qui touche à énormément de champs différents. N'hésitez pas à aller voir, c'est très intéressant et c'est un peu flippant aussi. Donc je vous disais, Nexa a donc vendu ce logiciel à 3 pays autoritaires, au moins 3 pays autoritaires, l'Égypte, le Vietnam et Madagascar. Je vais commencer par le Vietnam, parce que c'est un truc qui m'a un peu intéressé et merci. Oh, le sub offert, merci. Merci le sub offert, le chat.
Merci Baptiste. Kerbis qui bénéficie d'un abonnement gratuit. Donc voilà, donc le Vietnam s'est servi de ce logiciel, donc qui lui a été vendu par Nexa, pour tenter d'espionner tout un tas de hauts dignitaires européens, d'eurodéputés, etc., notamment la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, et des députés européens, notamment le français Pierre Karleskind, qui présidait un Eurogroupe sur la pêche, exactement, puisque le Vietnam a été en bisbille avec l'Union européenne sur des affaires de réglementation et de contrôle de pêche, et ils voulaient avoir accès à ces informations-là. Et comment ils s'y sont pris? En fait, c'est très intéressant de savoir comment est-ce qu'ils se sont pris. C'est via des commentaires Twitter. Donc il y avait un faux profil qui a été créé, donc le faux profil s'appelait Joseph_Gordon 16, et il balançait un commentaire assez polémique sur sur le compte des hauts dignitaires européens, avec un faux lien qui reprenait le nom d'un média local pour que les principaux concernés aient envie d'aller cliquer sur le lien, et une fois qu'on cliquait sur ce lien, le téléphone était infecté et vous ne pouvez plus rien faire. En fait, on est sur du phishing d'assez haut niveau. C'est ça, en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez du logiciel Pegasus qui avait fait la une l'année dernière, aussi créé par une boîte israélienne. En fait, c'est un peu ça. Ça fonctionne sur le même principe. Et donc voilà, le gouvernement vietnamien a tenté d'infiltrer le téléphone de hauts dignitaires européens. Et apparemment a réussi. Pour l'instant, il n'y a pas eu de casse, je crois, il n'y a pas eu d'informations hyper compromettantes qui ont été dévoilées. Mais il y a des fois où on est sûr que ça a marché et que ça a eu des conséquences extrêmement graves. C'est notamment le cas à Madagascar. Donc, Madagascar, je vous rappelle juste un petit point de contexte. Donc, au moment où le truc sort, c'est-à-dire où l'affaire des Predator Files sort, c'est-à-dire il y a 2 semaines. 2 semaines environ. Ouais. 2 semaines environ. Et donc Madagascar est visé, sachant que là-bas, il y a des élections dans un mois. Donc ça va sûrement déstabiliser et jouer dans la campagne politique, puisque le gouvernement de Madagascar a demandé à Nexa de surveiller les smartphones d'opposants politiques, alors même que le contrat de vente avec Madagascar n'avait pas été finalisé. Donc Nexa a fait quelque chose d'extrêmement illégal en fait, en surveillant des gens sans même avoir un contrat de vente définitif. En surveillant ces gens et en donnant des informations cruciales c'est ça, au gouvernement et au régime du président Andry Rajoelina. Et ce qui a conduit, et notamment il y avait une personne qui était un journaliste, dirigeant d'un média qui a été visé spécifiquement au cours d'une démonstration qui se faisait à Madagascar. Ils ont profité de la démonstration pour infiltrer le téléphone de journaliste qui s'appelle Roland Rassamorao, excusez-moi pour la prononciation, et ce journaliste est maintenant en prison. Ça fait des années qu'il est en prison maintenant, potentiellement grâce à l'espionnage de son téléphone. Et on sait pourquoi il a été mis en prison? C'est quoi la raison retenue contre lui? Officiellement, en tout cas. Ouais. Officiellement, oui. je me souviens plus de la raison. Je crois que je l'avais lu, mais non, je me souviens plus de la raison. Non, bah, c'est pas, on pourra aller voir pour l'info. Et donc, je vais expliquer déjà brièvement comment cette technologie fonctionnait, c'est-à-dire qu'on envoie un lien et la personne qui clique sur ce lien a son téléphone infecté. Mais il y a un twist à cette technologie-là, c'est que potentiellement, votre smartphone, les smartphones peuvent être infectés sans aucun clic. Et ça, c'est vraiment la nouveauté par rapport à Pegasus. Dont tu as parlé. Et je pense que tu vas expliquer, mais c'est assez flippant quand même. Oui. Ça fonctionne à la simple vue du lien alors Non. C'est pire que ça. C'est pire que ça. Ça s'appelle la technologie zéro clic. Même si ton téléphone est dans ta poche. C'est ça. D'accord. Je laisse Augustin. C'est ça. En fait, c'est un peu plus technique pour pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'il faut avoir installé ce logiciel sur le réseau. Donc, c'est-à-dire qu'il faut quand même l'accord des principaux opérateurs téléphoniques du pays. Et une fois que ce logiciel est installé sur les smartphones, c'est fini. En fait, tu as 2 conditions pour que ton téléphone puisse être infecté par cette technologie-là. Donc, comme tu viens de le dire, que
les réseaux donnent l'autorisation à ce logiciel d'opérer. Et donc c'est pour ça que normalement, dans nos pays démocratiques européens, ça ne devrait pas être possible. Ça, on n'en a pas encore la preuve, mais normalement, voilà. Ouais, c'est ça. Et ça fonctionne comment? C'est un van qui se balade. Et si ton portable se situe dans les 500 mètres autour de ce van, il peut, avec toute son installation de logiciels, etc. à l'intérieur, infecter ton téléphone tant que tu te trouves dans ce périmètre-là. Et il existe également une autre technologie qui est encore plus petite et là qui est dans une mallette, mais qui coûte extrêmement plus cher, donc beaucoup moins accessible pour ceux qui voudraient l'utiliser, et un peu moins performante parce qu'elle ne permettrait que d'infecter des Samsung, enfin des Android. Et pas des Apple. Alors que, pas de marque. Alors que le van, non mais alors des iOS. Ouais. Alors que le van peut infecter tout type de téléphone. C'est ça. Et ça, si vous intéresse, on pourra un peu en reparler. On n'est pas des experts en cybersécurité, mais en ayant lu plusieurs choses, il y a quand même quelques moyens de lutter contre ces technologies, notamment iOS et Android tentent d'un peu de combler les brèches en fait. Mais c'est toute la question, c'est savoir est-ce que les développeurs de cette technologie ont de l'avance en tout cas sur iOS et sur Android pour combler les brèches ou non. Et effectivement, donc en fait, il y a les deux conditions là. Donc la technologie zéro clic est extrêmement létale, mais il faut quand même être sur place. Donc c'est tout de suite plus compliqué. Ça demande des moyens qui sont. C'est ça demande des moyens différents. Et il faut avoir l'accord des opérateurs. C'est pour ça que même si pour l'instant on est sûr de rien, on espère quand même que ça ne puisse pas arriver dans nos pays plus démocratiques. Et en fait, le souci, je ne sais pas si tu voulais parler de l'Arabie Saoudite par exemple, mais je sais que dans ce pays-là, là on parle par exemple du téléphone d'un gars, d'un député, d'un journaliste, mais il y a des pays qui pourraient s'en servir, notamment l'Arabie Saoudite a été citée dans cette enquête, à des fins de surveillance de la population massive en fait. Ouais. Mais ça rentre dans la lignée des logiciels qui permettent d'espionner en masse les populations, notamment le logiciel, j'en parle vite fait pour ceux qui connaissent un peu déjà les enquêtes, mais ça a fait la polémique il y a presque 10 ans maintenant, c'est le logiciel Cerebro développé par Amesis, donc l'ancêtre de Nexa, ce logiciel-là permettait la surveillance Internet massive. Donc en collectant les données reçues sur Internet, ça permettait de surveiller. En fait, c'est pas nouveau que ces logiciels existent. On a parlé avec Pegasus qui avait fait la une il n'y a pas longtemps. Mais là, c'est la technologie zéro clic qui est vraiment très très inquiétante. Et c'est aussi potentiellement la puissance de ces logiciels qui inquiètent, en tout cas, qui inquiètent aussi les gens. Et ce qui est aussi assez inquiétant, en tout cas moi c'est une première question, et quand on en a parlé ensemble, c'était un truc dont on s'est tout de suite dit, c'est comment c'est possible que ce soit passé en fait. Comment c'est possible, qu'est-ce qui a permis que légalement des entreprises européennes puissent vendre à des puissances étrangères, à des puissances autoritaires, ce genre de logiciel. Parce que je l'ai vite fait évoquer hors live, mais j'aurais plutôt tendance à croire que le RGPD, même s'il a été vendu à des puissances étrangères, comme c'est une entreprise européenne à la base, ça tombait sous le coup du RGPD quand même. En fait, il y a beaucoup de choses qui se regroupent là-dessus, et je vais commencer par vous faire un petit résumé. Effectivement, on verra après les failles qu'il y a. On va très vite comprendre qu'en fait, les réglementations européennes sont assez insuffisantes. En tout cas, les ONG, les experts et certains laboratoires de cybersécurité les trouvent largement insuffisantes. Et en tout cas, pour le contrôle de vente, en tout cas. Donc, juste pour faire un petit rappel, depuis 2013, ces logiciels-là sont considérés comme des BDU. Donc, très rapidement, c'est des biens à double usage, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois considérés comme des biens militaires et comme des biens civils. Et ça a été une des premières avancées avec l'arrangement Wassenaar. Donc c'est un arrangement qui est signé par 42 pays, tous les pays de l'Union européenne, sauf Chypre, les États-Unis, la Russie. Donc c'est un premier arrangement qui permettait un peu d'encadrer les ventes de ce genre de logiciel, mais qui était très faillible. Déjà parce que 42 pays, ça ne représente pas tout le monde, donc forcément, si personne ne s'y engage, l'arrangement ne peut pas fonctionner. Et ensuite, cet arrangement prévoyait quoi ? Il prévoyait simplement que les entreprises qui souhaitaient vendre ce genre de technologie devaient demander une licence à leur État pour pouvoir le faire, donc une autorisation pour vendre à l'étranger. Mais ces licences étaient délivrées en secret et chaque État en fait avait ses propres critères. Donc tout dépendait un peu de si l'État voulait ou pas
un contrôle strict ou non, et en général, comme il s'agissait souvent de vente de matériel très stratégique et souvent très cher, en tout cas en France, c'était sous couvert de secret des affaires, etc. Donc c'était très compliqué d'avoir des infos dessus, et on pouvait se suspecter que les critères n'étaient pas très forts pour contrôler ces trucs-là. Juste, je salue quand même l'arrivée Oui. de Margaïla, de Taracus et de un pseudo-viewer. Mais ça va très bien cette rentrée, on est ravis d'être là. D'ailleurs, petite pensée à Taracus. Oui, c'est ça, le Tariq, pauvre Tariq, qui est... qui n'a pas pu se joindre à nous Le parce nain qu'il est chou, malade. Donc, petite pensée pour toi, Tariq. Oui, c'est ça, On qui n'a pas espère pu que faire tu, sa chronique en plus, le pauvre. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, donc ça c'était depuis 2013, et depuis la réglementation n'avait pas beaucoup évolué jusqu'en 2021, où sous la pression d'ONG qui s'attachent à la transparence et aux libertés civiles, comme je cite juste une qui est allemande, qui s'appelle Fragdenstadt, qui avait poussé, mais c'était parce que c'était une ONG qui était à la pointe de ce combat, et qui a poussé pour avoir une nouvelle réglementation plus stricte de la vente de ce genre de logiciel. Et ça aboutit, donc je vous l'ai dit, en 2021. Donc ça fait 2 ans, on peut penser que ça fait loin, mais dans la chronologie des réglementations européennes, c'était comme c'était hier en fait. Voilà, faut bien se rendre compte que c'est très très long ce genre de choses. Donc avoir une réglementation 2021, c'est extrêmement récent. Mais voilà, cette réglementation qui apporte plus de critères à l'arrangement VASMAR n'est pas non plus un filet hyper sécurisé et n'est pas non plus infaillible. L'eurodéputé rapporteur de ce projet de loi a même signalé, je le cite, que sa loi sur les biens à double usage a été sacrifiée aux intérêts des lobbies. Donc on comprend très bien qui a tenté de s'opposer à ce genre de loi, et c'est le consortium, c'est les créateurs, c'est le lobby qui s'appelle le Digital Europe. Donc c'est un lobby européen qui qui défend le droit des entreprises de surveillance avant leur truc, et il s'était opposé à cette réglementation pour des raisons de compétitivité, majoritairement. Dans un rapport de 2017, je les cite, le lobby Digital Europe, de tels contrôles vont mettre en péril la compétitivité européenne, restreindre le développement des mesures de cybersécurité défensive, augmenter la probabilité et l'impact des cyberattaques, et créer un environnement pauvre pour les services numériques en Europe. Donc le premier critère qui a été avancé, c'était le critère de cybersécurité. Jusque-là, ça surprend personne que des lobbies puissants cherchent à impacter le processus législatif européen. Là où c'est un peu plus inquiétant, c'est que certains États membres ont tenté de ralentir, pas ralentir, mais en tout cas le processus législatif, exactement, pas ralentir, mais en tout cas le vider de son essence, comme par exemple l'État français, figurez-vous. L'État français s'est montré particulièrement virulent contre ces réglementations, notamment contre une clause de ce projet de loi, qui est une clause qui s'appelle la clause attrape-tout, qui prévoyait, c'était pas une énorme clause, mais qui prévoyait juste simplement que de soumettre les licences, de les soumettre en fait à une liste, de les mettre sous forme de liste hyper précise avec le nom, les quantités vendues, les sommes vendues, à qui, etc. Donc avoir une sorte de trace. C'est ça, une trace de transparence, enfin une trace de vente avec les noms, les montants, les quantités. Donc la France s'y opposait, elle n'a pas réussi, mais elle s'est quand même opposée de manière virulente. Et c'est notamment puisque cette clause visait particulièrement l'entreprise Nexa, qui utilisait ces clauses en fait pour vendre ses produits via une société sœur à Dubaï. Et la société Nexa en fait vendait juste des services à la société sœur qui elle vendait le logiciel. Donc en fait c'était même sorte de montage que pour de l'évasion fiscale. C'était créer une filiale dans un pays avec des législations beaucoup moins pesantes qu'en Europe pour pouvoir ensuite avoir les coudées franches. Et même à ce niveau-là, si je ne me trompe pas, tu m'arrêtes si c'est le cas. Il me semble qu'il y a une loi européenne justement qui est passée en 2021 et qui oblige à tenir un listing de ce genre
de biens et qu'en fait, depuis 2021, il devait le mettre à jour au minimum tous les Il ans. est Et pas à depuis jour. 2021, il a été mis à jour une fois. C'est ça. Et la France ne répertorie ni les noms, ni les quantités telles quelles. C'est-à-dire qu'il faut soi-même, c'est sous forme de pourcentage, c'est-à-dire qu'il faut aller soi-même faire le calcul, chercher la part de pourcentage des biens de cybersurveillance vendus, faire le rapport par rapport aux biens totaux vendus pour se rendre compte un peu des chiffres. Donc voilà, cette réglementation est encore très peu appliquée. Il y a une opacité, vraiment une opacité forte autour de ces affaires. Et la dernière chose où ça coince, c'est que quand un État refuse d'accorder les licences à une entreprise, il faut le signaler à Bruxelles. Il faut que le signale à l'Union européenne dans un souci d'harmoniser, ce qui est pas idiot en fait, qui est pas illogique. C'est-à-dire que pour que l'Union européenne harmonise en fait ses critères autour de l'accord de licence ou non. Seulement, c'est là aussi où ça coinçait pendant les négociations, c'est-à-dire de savoir quelle est la marge des États à justifier leurs critères et quel est le pouvoir de l'Union européenne en tant qu'institution pour imposer des critères aux États membres. Je ne sais pas si ça vous fait réagir, ce genre de truc. Moi, j'ai juste fini pour le truc de réglementation. Je pense qu'on n'a ouais. pas non plus énormément de temps Ah ouais, de c'est pour ça réaction. aussi que je me suis arrêté. C'est aussi pour ça que je me suis arrêté maintenant. Juste, C'est, je voulais reprendre un commentaire de Sylvie qui est au-dessus, qu'on ne voit plus, qui disait que c'était encore plus flippant que ce qu'elle pensait. Oui, Juste, ne nous alarmons pas non plus, tous nos téléphones ne sont Non. pas infectés par C'est ça. Predator Files, c'est Sachant- pas le propos, mais ce genre d'enquête est quand même hyper important, et pour se rendre compte de ce qui se passe, et pour que les lois avancent et que la législation européenne s'active un petit C'est peu ça, à ce ouais. niveau-là, parce qu'il y a encore des grosses failles en fait. c'est ça. Ouais. La plupart des experts, notamment le laboratoire de cybersécurité d'Amnesty International, beaucoup d'associations comme Reporters sans frontières et ce genre de choses, s'inquiètent beaucoup des dérives potentielles de ce logiciel et de ces types de logiciels en général, puisque dans la liste de personnes qui ont été visées, en tout cas, on retrouve forcément des journalistes. Je ne vous l'ai pas mentionné tout à l'heure parce que la liste est très longue, mais un journaliste vietnamien opposé au pouvoir, opposé à la dictature, c'est à retrouver des liens comme ça dans son téléphone. Un journaliste grec aussi. Un journaliste grec. Et en fait, c'est ce qu'ils expliquaient dans les articles des différents médias qui sont intéressés à ça, c'est que si leur téléphone à eux est infecté, toutes leurs sources sont révélées. Donc en fait, s'il y a des personnes qui vont être en danger de mort, en danger d'emprisonnement pour ce genre de choses. Le dernier truc que je voulais signaler aussi, et je pense qu'on pourra s'arrêter là-dessus, c'est le boulot de ce consortium de journalisme. C'est ça, 1 an de travail, et pour ça pose une question qu'on évoquera peut-être, si on a le temps avec notre invité, sur la manière dont les rédactions fonctionnent, puisque vous doutez bien qu'un journaliste mobilisé pendant 6 mois ou 1 an, qui produit pas de papier et qui doit quand même bosser, c'est pas tous les médias qui font ça, c'est pas toutes les rédactions qui peuvent se permettre de rémunérer des journalistes comme ça, mais pourtant c'est ce genre d'enquête qui peut vraiment faire bouger les choses. Alors il faut savoir raison garder, hein. On a vu avec tous les différents leaks, les Paradise Papers, Panama Papers, Pandora Papers, que c'est pas parce qu'on sort des grandes enquêtes que la législation évolue comme ça d'un coup, mais en tout cas ça permet de créer un débat public, ça permet dans des élections, pourquoi pas, comme à Madagascar le mois prochain, d'aborder ce genre de thème, d'avoir des ONG qui aussi ont plus de pouvoir et plus d'appui pour ensuite faire avancer ces législations. Et d'où aussi l'importance de consortium d'investigation comme il y a ici. Oui, c'est ça. Merci Augustin Avec pour plaisir. cette première chronique. C'est ça, c'était un gros morceau. J'espère que ça a été clair, j'espère que vous avez compris certaines choses, j'espère que ça vous a donné envie de vous intéresser à ça. Si vous n'êtes pas un fan de lecture, parce que les articles sont en général très denses, n'hésitez pas. Moi, pour cette chronique, je me suis beaucoup appuyé sur le replay de l'émission Twitch de Mediapart qui s'appelle Abonnez-vous, avec Yann Philippin, qui est le journaliste en charge du pôle investigation Mediapart, qui s'est occupé pour Mediapart de ces questions-là. Il y a beaucoup de vidéos comme ça qui vulgarisent cette affaire. N'hésitez pas à aller les voir et voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur toutes les sources qu'on vous mettra dans le replay de cette émission. Et comme je vous l'annonçais en introduction de cette émission, on va passer à la deuxième chronique qui est un peu particulière. Nouveau format. Elle sera introduite par Abdou qui va nous faire un billet humoristique. Et on se retrouve juste après.